Il y a tellement de mangas incroyables chez mes confrères que j'aurais adoré éditer. Cependant, la vie d'un éditeur n'est jamais un arc-en-ciel de réussite. Parfois même, c'est plutôt un ciel nuageux de regrets, voire même un ouragan. Pourquoi? Tout simplement parce que ces titres étaient déjà pris, ou alors je n'avais pas les fonds nécessaires pour pouvoir les acquérir, voire même, j'avais oublié de faire une offre. Salut tout le monde, c'est Nico, le directeur éditorial et fondateur de Chato, la petite maison d'édition qui monte. Alors vous êtes prêts à rigoler de mes déceptions tout en découvrant les pépites que j'ai laissées filer entre mes doigts? Oh yeah! Mais avant de commencer cette vidéo, n'hésitez pas à vous abonner à la chaîne si ce n'est pas déjà fait pour pouvoir continuer à suivre mes aventures éditoriales et me voir éviter de répéter les erreurs que j'ai faites auparavant. Du moins, j'espère. Pour toutes les personnes qui pensaient que j'allais parler de One Piece, Naruto ou Dragon Ball dans les titres que j'aurais adoré éditer, bah vous avez raison. Non, en vrai on va pas se mentir, tout le monde aurait adoré sortir au moins l'une de ces pépites. Plus sérieusement, l'idée ici est de vous parler de 3 mangas qui étaient des coups de cœur pour moi et que peut-être vous allez découvrir avec cette vidéo. On commence avec le manga peut-être le plus connu des 3, et en même temps celui qui est le plus récent. Il s'agit de Dandadan est un manga écrit et illustré par Yokinobu Tatsu. La série est publiée depuis avril 2021 par la plateforme de lecture en ligne Shonen Jump Plus de l'éditeur Shueisha. La version française, quant à elle, est publiée par Crunchyroll. On suit 2 lycéens, d'un côté Momo Ayase qui croit aux fantômes mais pas aux extraterrestres, alors que son camarade de classe Ken Takakura lui croit le contraire. Ils décident de parier pour déterminer qui a raison et partent visiter des lieux associés à l'occulte et au surnaturel chacun de leur côté. Ils vont vite découvrir qu'aucun des deux n'a tort et qu'aussi bien les extraterrestres que les fantômes existent. Alors, ce manga, il est vraiment spécial. Ni vraiment neketsu, ni vraiment manga d'horreur. On pourrait presque dire que ce manga est une comédie romantique saupoudrée d'action, de surnaturel et d'humour loufoque. Sauf quand un extraterrestre essaye de violer Momo, et là c'est vraiment dégueulasse. L'histoire se focalise clairement sur la relation de Momo-Ken et de comment ils vont se découvrir l'un l'autre, mais également leur relation vis-à-vis de ce monde paranormal empli d'aliens et de fantômes. Plusieurs personnages plus loufoques les uns que les autres viendront graviter autour de ce duo pour développer leur relation. Mais disons-le clairement, le meilleur personnage de l'histoire reste Mémé Turbo. Et je ne dis pas ça car elle est coincée dans un mannequin écho qui est également la mascotte de Chato. Graphiquement, le titre est sublime et l'un des titres les plus innovants que j'ai vu ces dernières années. Que ce soit le chara-design des monstres, la structure des planches, le niveau des détails, clairement Yokinobu Tatsu a un talent fou. C'est clairement l'un de mes plus gros coups de cœur du Shonen Jump de ces dernières années. Pour moi, il mixe tout ce que j'aime dans un manga. Un chara-design travaillé, une composition des planches extrêmement bien structurée, de l'action, un peu de romance, un peu de surnaturel, et surtout de l'humour loufoque. Par contre, l'adaptation animée me fait un tout petit peu peur. Non pas que le studio Sain Saru n'a pas de talent, c'est même leur point fort. Par contre, niveau chara-design, je sais pas ce qu'ils ont foutu, mais on a l'impression que Momo a perdu son nez et allait trop faire des séances d'UV. Pourquoi je ne l'ai pas publié? Pour ce manga, on va être clair, il s'agit d'un titre Jump, et tous les éditeurs n'y ont pas accès. Pour pouvoir collaborer avec le Jump, il faut avoir plusieurs années d'expérience, et également pas mal d'argent pour pouvoir accéder à leur catalogue. Quand on parle de l'argent, il s'agit de la deuxième raison. Publier un titre du Jump demande énormément d'investissement, et je ne parle pas ici uniquement de l'investissement initial pour acquérir la licence. Outre le fait que les offres pour acquérir un titre du Jump atteignent souvent des sommes records que nous n'avons pas, cela est souvent accompagné d'un plan marketing au budget conséquent. Que ce soit des titres comme Kaiju numéro 8, qui a eu droit à une affiche sur la BNF, ou récemment Akane Banashi où Kyun a littéralement privatisé un Olympia, il faut pouvoir faire les choses en grand pour mettre en avant un titre du Jump. J'ai rarement eu un coup de cœur pour un titre du Jump. Le dernier étant très certainement Naruto il y a 20 ans. Mais quand j'ai commencé à lire Dandadan, je savais que j'aurais un coup de cœur pour cette œuvre. Et cela m'a fendu le cœur de savoir que je n'aurais même pas les moyens financiers de pouvoir rentrer dans la bataille pour l'acquérir. C'est vraiment dommage que ce titre ne soit pas sorti dans 20 ans. À ce moment-là, peut-être on aurait grandi et cela nous aurait permis de rentrer dans la bataille pour pouvoir l'acquérir. Mais bon, que voulez-vous? Peut-être dans 20 ans je tomberai à nouveau sur un coup de cœur et cette fois-ci je pourrai rentrer dans la bataille. On passe au manga numéro 2.
Manga suivant, il s'agit de Killing Me Killing You par Narita Imomushi. Alors, ici, on est sur un manga qui n'est clairement pas adapté à tout le monde. Ce manga va traiter de suicide, de monde dévasté et de regard sur la vie quand tout ce qui nous entoure n'est que néant et désolation. Le pitch, depuis la chute d'une météorite, le monde est devenu étrange. Deux immortels, une jeune fille du nom de Météore et un être difforme appelé Euthanasia, voyagent à travers ce monde en quête d'un moyen d'abréger leur souffrance. On est ici sur un voyage mélancolique avec deux protagonistes qui se posent pas mal de questions sur leur existence et sur le monde qui les entoure. C'est à travers leurs rencontres, la vision des autres du monde et leurs multiples tentatives de mettre fin à leur jour que nos protagonistes vont petit à petit évoluer. Le travail de Narita Imomushi a toujours été très bon, que ce soit avec sa première œuvre It's My Life ou alors avec ce Kill Me Killing You. Ici, elle arrive à aborder des sujets extrêmement durs sous le prisme d'un humour loufoque et assez sombre. Graphiquement, son travail est assez solide, avec des chara-designs qui sont aspirés par ses deux passions, le métal et les personnes dénudées. Le manga est une série courte qui mérite d'être découverte, avec en plus des couvertures à son damné tellement elles sont belles. C'est un road trip introspectif, avec des personnages attachants et des chara-design assez particuliers. Pourquoi je ne l'ai pas publié? Ce manga, j'ai essayé de l'acquérir. Sauf qu'il est sorti en 2017, et Chato a 6 ans. Vous voyez où je veux en venir? Ah merde! Lorsque j'ai contacté l'éditeur, nous étions en 2019, et autant vous dire qu'il était déjà trop tard. Le manga avait été acquis par l'éditeur français, qui avait déjà édité la première œuvre de l'artiste. Alors certes, le titre est sorti en 2023, mais il faut savoir qu'un éditeur n'est jamais dans l'obligation de sortir un titre l'année de son acquisition. Des fois, on peut attendre pendant des années avant de le sortir. C'est finalement nos confrères d'Ototo qui ont eu la chance de sortir le titre en version française, mais j'étais quand même heureux de pouvoir l'acquérir, même si au final, je me suis vengé en collaborant directement avec la mangaka pour réaliser l'une de nos illustrations anniversaires qui n'est plus disponible. On passe au manga numéro 3. Pour le dernier manga, on va parler d'une œuvre dont la non-acquisition m'a peut-être le plus frustré. J'étais dégoûté, énervé, frustré. Et vous savez ce qui se passe quand je suis frustré. On va parler de Bakemonogatari. Bakemonogatari, ou Monogatari Series, qui veut littéralement dire Histoire 2, est une série de light novel écrite par Nishio Ishin et illustrée par vos fans. La série comprend 23 volumes en juillet 2017 et plusieurs adaptations existent, notamment une en animé produite par le studio Shaft qui a vu le jour en 2009. C'est justement à travers l'animé de Shaft que j'ai découvert la série et que je suis devenu obsédé par cette œuvre. Non mais, vous vous rendez même pas compte à quel point cette série m'obsède. J'ai littéralement acheté les Blu-ray en version anglaise avant de les acheter en version française et également d'acheter l'OST et même j'ai essayé de me procurer les storyboards originaux du studio Shaft sur la série. Sauf que malheureusement, on est au Japon et comme la série est extrêmement populaire, tout coûte une blinde. La série Monogatari est centrée sur l'histoire de Koyomi Araragi, un lycéen de terminale qui a été attaqué par un vampire. Puis est redevenu à nouveau presque totalement humain avant le début de l'histoire. Celui-ci rencontre d'autres personnages atteints de maux paranormaux divers et leur vient en aide. Malgré une histoire qui paraît somme toute assez basique, un jour je vous expliquerai pourquoi cette série est une véritable œuvre d'art. Que ce soit les light novels, le manga, ou alors la série réalisée par Shaft qui va s'inspirer de pas mal de courants, notamment la nouvelle vague française. Tout dans cette œuvre est absolument sublime, sauf les scènes un peu ecchi qui sont malheureusement nombreuses, et certaines vraiment à la limite de l'acceptable. Bref, quand un manga Bakemonogatari a été annoncé et qu'en plus il serait réalisé par le grand maître O-Great, j'étais devenu complètement fou. Les traits ultra détaillés et si caractéristiques de cet artiste en font pour moi l'un des plus grands dessinateurs de ces dernières décennies, avec notamment Takehiko Inoue et Yusuke Murata. Pourquoi je ne l'ai pas publié? Il me fallait absolument ce manga. J'étais prêt à tout, à m'endetter, à prendre un billet d'avion pour aller jusqu'au Japon pour me mettre à genoux devant l'éditeur et le supplier de me confier cette série. À l'époque, je ne connaissais rien de l'éditeur d'origine du manga, et j'aurais peut-être dû me renseigner, car sinon je n'aurais pas été aussi déçu à la fin. Revenons un petit peu en arrière. Nous sommes en 2018, la maison d'édition vient à peine de se lancer, mais je suis motivé, et j'essaie de trouver tous les moyens pour contacter l'éditeur et essayer d'acquérir la licence. Hargneux comme je suis, je finis par trouver le contact de l'éditeur. Ni une, ni deux, je vais à sa rencontre lors d'un événement professionnel et nous commençons à discuter. Tout se passe bien jusqu'au moment où j'ose indiquer
que j'ai envie d'acquérir cette licence. Ni une ni deux, mon interlocuteur m'arrête et me dit que malheureusement cela sera compliqué. Quand un éditeur japonais vous dit que c'est compliqué, c'est un peu un moyen détourné pour lui de vous dire que cela n'est pas possible. Quoi? Compliqué? Mais comment ça compliqué? Quoi? Où? Comment? Oh, des cookies! Des cookies! J'ai découvert que l'éditeur français qui avait acquis la licence avait une relation très particulière avec l'éditeur japonais. En gros, peu importe le titre de cet éditeur japonais, vu sa relation avec l'éditeur français en question, celui-ci aurait toujours la priorité. C'est comme si je m'étais préparé à la bataille avec tout l'équipement adéquat. Salut tout le monde, c'est Nico, le directeur éditorial et fondateur. Et que l'ennemi d'en face m'envoie un missile. Peu importe ce que je ferais, de toute façon j'avais perdu. Et malheureusement pour moi, toutes les œuvres du créateur de Bakemonogatari sont chez cet éditeur, ce qui fait que j'aurai très peu de chance à l'avenir de pouvoir sortir une de ces nouvelles séries. Donc forcément frustré comme j'étais, j'ai décidé de faire la chose la plus rationnelle mais improbable qu'on puisse faire, à savoir aller contacter directement le chara-designer de la série Bakemonogatari Vofan pour travailler avec lui et réaliser une autre illustration anniversaire comme je l'avais fait avec Narita Imomushi. Double tché! Malgré la déception de ne pas avoir pu acquérir ces licences, je suis quand même content de pouvoir savoir qu'elles sont sorties en France et que comme n'importe quel lecteur, je peux me les procurer et les mettre dans ma bibliothèque. Et j'ai beaucoup râlé lors de cette vidéo, mais je dois admettre que de nombreuses fois j'ai pu obtenir une licence au pied et à la barbe de certains confrères. J'ai pas compris. Et j'avoue que ce sentiment d'obtenir une licence qui est désirée fait un bien de fou. Si vous avez aimé le concept de cette vidéo, n'hésitez pas à la partager et à laisser un petit pouce bleu. Il y aura peut-être une version 2 avec 3 nouveaux titres que j'aurais aimé éditer. N'hésitez pas également à mettre en commentaire quelles sont les 3 œuvres que vous auriez aimé publier si vous aviez été éditeur de manga. Quant à moi, je retourne travailler sur des licences que heureusement j'ai pu acquérir car je les aime énormément. C'était Nico, je vous dis à plus tout le monde. Tchuss.